le je t'aime ne dit rien tant qu'on n'exprime pas pourquoi. Et puis le je t'aime pas s'exprime facilement par des faits et puis des gestes, par des attitudes, un regard sournois et pernicieux. Ça crée une humiliation, ça crée de l'irrespect. Ça, c'est les 2 ingrédients qui sont pour moi, hein, pas chez tout le monde, mais le déclencheur de ma colère. Merci d'être avec nous, bienvenue. Et pour introduire cette émission, je voudrais vous lire un petit extrait d'un ouvrage dont on va beaucoup parler au travers de la personnalité qui s'installe sur les canapés aujourd'hui, de son parcours de vie, de son expertise. Quelques lignes que vous trouverez dans un livre aux éditions Vérone. Ces lignes sont les suivantes. Sans que je m'y attende, ils sont entrés en moi pour y déposer un message, une caresse, une pensée, une douceur, une énergie, un je ne sais quoi qui me fend le cœur à cet instant. Leurs chauds regards viennent à bout de mes yeux ferreux. Je dépose quelques larmes dans les bras de l'une. Je dépose évidemment des regards dans le cou d'un autre. Je découvre ce jour-là de nouveaux outils dans mon arsenal de croyances personnelles, comme par exemple la fragilité, l'hypersensibilité, la pleine conscience, symbole d'une nouvelle liberté. Ces quelques lignes résument, j'allais dire de manière symbolique, le parcours de mon invité. Il s'appelle Martin Merlino. Il est installé sur les canapés. Bonjour Martin. Bonjour. C'est vrai? Ah oui, puis c'est super touchant de l'entendre par un autre. Et oui, oui, bien sûr que c'est vrai. Bah oui. Cette idée de liberté, elle veut tout et rien dire, hein. Et liberté, c'est un mot un peu galvaudé. Mais quand tu arrives à te détacher de tes boulettes, tes squelettes dans le placard, tes traumas niais ou réels ou peu importe, ouais, tu trouves le chemin de la vraie liberté, ouais. L'ouvrage, le voici, ça s'appelle Croisade avec un Z comme Zorro, et c'est un petit livret qui est absolument passionnant. Alors d'abord, pour ceux qui ont l'esprit d'entrepreneuriat, c'est vrai, parce que on se sent évidemment concerné. Et puis pour les autres aussi, on est au cœur d'un développement personnel qui va même plus loin que le développement personnel. Certains disent le développement de l'être-té. Et le parcours de Martin, j'avais vraiment très envie de vous le présenter. Ça m'a profondément touché, ce que tu racontes. Vraiment, il y a une résonance parce que tu as connu le sommet, professionnellement parlant. Tu as connu la chute, Ouais. où ton corps et ton esprit te disent stop. Ouais. Et après, la difficulté ou la richesse de cela, c'est de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Et tu t'en es plutôt bien sorti parce que les quelques lignes dont j'ai parlé présentent un petit peu la manière dont tu as su rebondir. Quel regard tu as aujourd'hui quand tu regardes, comme on dit dans le rétro, ce parcours de vie et cette histoire qui te caractérise et qui fait l'homme que tu es aujourd'hui? Je vais manquer d'humilité 2 secondes, mais ça offre une richesse infinie. Infinie parce que quand tu vas bien toute ta vie, puis ça arrive, c'est rare. Mais je crois que tomber est un cadeau du ciel. Parce qu'il te permet de rebondir. Alors il faut le faire avec intelligence, et en fait tout ce qui émerge de ce travail, cette recherche sur toi-même, de ça émerge une intelligence qui vient des autres. Moi, c'est une grande découverte dans ma vie. Ce besoin d'être bien est assez génial. On est aujourd'hui dans un monde, notamment suite à la pandémie, on est en train de se battre pour être bien et dans la recherche du mieux-être à tout crin. Moi, ma grande découverte, c'est qu'en fait, sans faire du bien, on n'est pas bien. Et moi, c'est mon équilibre et ma raison d'être aujourd'hui qui manque d'humilité, mais une raison d'être quelque chose de court et qui est d'être bien pour faire du bien et se faire du bien. Et moi, je trouve qu'il y a cette composante que j'ai découverte, qui est un cadeau du ciel, c'est d'avoir réussi à être suffisamment bien, rebondir sur ce qui m'est arrivé, qui était en fait un vertigineux burn-out, pour finalement m'enrichir du bien des autres et donner ce que j'avais, moi, de mieux à donner aux autres. Et là, tu rentres dans un cercle vertueux, mais sans fin, sans fin. Et c'est pas mon quotidien, mais oui, se faire du bien et me nourrir. Et je me sens bien aujourd'hui, très franchement. Oui, tu as l'air apaisé. Ouais. Si je suis arrivé à ça, c'est grâce aux autres et grâce à ce que j'ai pu offrir aux autres qui me l'ont rendu au centuple. Ouais, bien sûr. Alors, on aime, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en France, on aime particulièrement. Je dis en France parce que Martin a vécu très très longtemps au Canada, on va y revenir sur ce parcours de vie, mais en France, on aime bien coller des étiquettes, mettre les gens dans des cases. Et d'ailleurs, quand on a demandé quel serait le titre de l'émission à Martin, il a dit « je sais pas, j'aime pas les titres et j'aime pas les cases ». Pourtant, il en faut un. Et tu te présentes comme étant un coach de marque et de ceux qui la font vivre.
Ça, c'est ton accroche, ta baseline, comme on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire un coach de marque? On est tous une marque, individuellement et collectivement, les sociétés, les organisations, évidemment. Une marque, c'est une sensibilité, c'est une personnalité, sont des échecs, c'est de la vulnérabilité. C'est un ensemble de composantes qui fait que j'aime ou j'aime pas. Mon cœur de métier, la conviction que je porte depuis des années, de par mon histoire professionnelle, c'est de considérer que le lieu de vie professionnel est un lieu de vie, devrait être un lieu de vie dans lequel on est soi-même. Qu'il n'y a pas de différence entre celui que je suis au bureau avec celui que je suis à la maison. Et les deux sont étroitement liés. Donc, ce qu'il faut retenir, oui, coach de marque, marque employeur, marque corporative, etc., c'est secondaire, mais c'est ceux qui la font vivre qui m'intéressent. Avec des vraies convictions, on en parlera plus tard, j'imagine. Ouais. Mais oui, moi, c'est ma guerre, c'est d'arrêter de considérer qu'on est un autre au bureau et que tous les efforts qu'on met sur son mieux-être personnel, il faut que ça atterrisse quelque part où il y a une sécurité affective, la tendresse managériale. C'est bizarre de parler de ça, peut-être en France aussi, mais j'ose le faire. Et oui, là, il se passe une croissance sans fin, personnelle, collective. Alors c'est vrai que et d'ailleurs tu le dis très clairement, c'est quand même assez incroyable que de devoir, changer de costume, quand on arrive au bureau Ça n'a aucun et se sens. donner effectivement une posture particulière, alors que dans la vie de tous les jours, on On n'est est pas un on n'est pas autre. cette personne-là. Ouais. Ouais. On est un autre et puis Tu as été cette personne? oui, moi j'ai été le gars qu'on attendait de moi, fort, inébranlable, invincible, à la tête, d'une grosse agence de pub et oui, on attendait de moi que je sache tout, que je sois, le gars parfait, ce que je n'étais pas évidemment et c'est épuisant. C'est épuisant. Jusqu'au jour où, après être tombé, j'ai découvert ce mot, qui est le plus magique de la planète, qui est la vulnérabilité. La vraie, pas la fausse, celle qui, oui, je me sens pas bien aujourd'hui. Non, c'est de rentrer dans cette logique où on enlève les couches, on se recentre après avoir cet extrait de ses égos à ce qu'on appelle la confiance et de se dire qu'il n'y a aucune limite à se poser comme un homme vulnérable ou une femme vulnérable. C'est un cadeau du ciel, tu peux plus tomber, tu peux plus te planter. J'ai connu l'ego démesuré avec en prime des pics d'agressivité intolérables. Ouais. Alors mon grand cadeau lorsque ma femme, mes enfants et moi, on est partis au Québec, pour faire une histoire courte qui est sympa, on m'a présenté, tu sais, à l'américaine devant 12 vice-présidents, j'étais le DG et j'ai été le plus gentil de la planète pour cette première rencontre et il y a quelqu'un à qui je dois beaucoup qui est arrivé à la fin de la rencontre en disant: ça va pas?» Je dis: «Comment ça?» Je dis: «Bah, tu es super agressif». Et en québécois, on dit: «J'ai capoté». Je suis tombé des nues en disant: «Mais comment ça, j'étais agressif? J'étais le plus cool que je peux être». Tu pensais en tout cas l'être. Je pensais l'être. Et en fait, elle m'a fait réaliser par ma gestuelle, par ma façon de regarder les autres, par les mots que j'utilisais, par ma façon. Elle m'a dit: «Ben, non, 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 tu es tout sauf ça». Et elle m'a offert du temps et du coaching pour me dire: «Hey, là, tu es dans la posture qu'on n'aime pas». OK, je viens de saisir. Et ça m'a pris très certainement probablement 1 an pour me désintoxiquer de cette façon d'être et de faire et de réaliser que j'étais pas meilleur qu'un autre et au contraire, plus je m'entourais de bons et mieux je me portais. Donc faire un switch qui est génial, c'est les gens travaillaient plus, heu, pour moi, mais avec moi. Voilà un plaisir immense. La vulnérabilité, c'est un cadeau du ciel. J'invite tout le monde à se l'ouvrir. Mais et encore faut-il, la voir et l'admettre. Ouais. Ça prend un autre truc, un ingrédient secret, mais il est pas simple celui-là, qui est la pleine conscience. Je sais que tu en parles dans quelques émissions. Cette idée, en fait, de s'offrir un temps de recul, une pause dans une conversation, pour se dire: «Merde, qu'est-ce que je ressens? La tête, le cœur, le corps, il y a un truc qui est débalancé, il se passe quoi?» Et d'essayer de creuser un peu en se disant: «Ah OK, je réalise qu'à cet endroit-là, je me sens pas bien parce qu'en fait, c'est pas moi. Je réalise que ce que je t'ai dit tout à l'heure, donne-moi 2 secondes, je vais revenir dessus, c'est pas ça que je voulais dire». Ça prend un temps de dire: «OK, qu'est-ce que je perçois en ce moment chez toi? Il y a un truc qui fonctionne pas. Mais ce Donnons-nous le temps». questionnement-là, Ouais. c'est intéressant de l'avoir, c'est même une nécessité de l'avoir. Mmh. Sauf que tu l'as parce que ton corps te dit stop, Ouais. ton esprit te dit stop. Ouais. Tu ne l'as pas en conscience avant. Ah ben non, on est capable de rester en apnée, sur une journée complète. Mais si on s'offre pas ce moment de se dire: «Il se passe quelque chose là, il y a un débalancement dans quelque chose, il y a un truc qui fonctionne pas», bah oui, il faut creuser.
si l'on passe à côté, tout simplement. Ne serait-ce que le regard de l'autre qui est débalancé, ne serait-ce que mon regard qui regarde quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Je suis un adepte de la programmation neurolinguistique, le corps parle comme jamais, mais il faut être attentif à ça et de se dire, oh, il se passe un truc, raconte-moi. Et prendre ce temps et offrir ce temps d'une pause pour dire, réfléchis, où ça se passe. Mmh. Et puis l'intuition embarque à un moment donné et dit, ok, je sais, je t'ai dit ça tout à l'heure, mais je m'en veux, parce que j'ai vu dans ta tête que en fait ça t'a fait mal. Laisse-moi le redire autrement. Laisse-moi m'excuser. Laisse-moi te dire, merde, j'oublie l'essentiel. J'aime ça de toi, ça, ça, ça. Ce côté-là, ça n'empêche pas de dire les choses. Ce côté-là, j'ai envie de t'aider. Comment je peux t'aider? Donc cette pleine conscience, bah ouais, ça prend un peu d'exercice. Et puis j'y vais avec énormément d'humilité, que ce soit dans les certitudes que je te propose, elles valent rien parce qu'elles seront différentes dans 6 mois ou dans 2 jours après une rencontre ou un bouquin. Et puis mon niveau de ma capacité d'intuition, j'ai une intelligence émotionnelle, je pense, mais ma capacité à l'introspection, j'ai tout à apprendre et c'est un plaisir immense parce que j'en ai sous la pédale comme nous tous, hein. Et voilà, quand on parle de liberté, c'est justement ça, d'aller découvrir des trucs qu'on pensait comprendre et en fait on ne comprend rien. C'est drôle parce que la question que j'étais en train de me dire, je me disais: «Beh, alors qu'est-ce qu'il reste du Martin, de la première vie, Ouais. du Martin aujourd'hui?» Qu'est-ce qu'il reste de ça, de ses névroses, de ce côté, tu vois, de ce côté atteint, qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Elle est Ou alors tu as suffisamment switché pour qu'il ne non, reste rien? je la croyais compliquée, ta question, en fait, elle est très simple parce que là encore, j'ai ma conscience qu'embarque. C'est un mot, c'est la fierté. Mmh. La belle fierté. Selon moi, le premier levier de croissance d'un individu comme d'un groupe, comme d'une boîte, comme d'une famille, c'est la fierté qui l'anime. La fierté, c'était, écoute, parlons de toi 2 secondes. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as lâché le guidon de ton vélo pour la première fois? Des regards qu'on portait sur toi et de ce truc, ce moment où tu te sens à ta place, bien, où tu as le sentiment que rien ne peut t'arriver. Bah, mais ma vie, je respecte en fait la fierté qui m'a animé jusqu'à ce moment-là. Elle a été mal placée à bien des égards. Aujourd'hui, je crois qu'elle est un peu mieux placée. Le mot que j'ai inventé, que j'adore, c'est et finalement le rôle que chacun devrait se donner, c'est se fertiliser et fertiliser les autres. Cette notion de fertilisation, c'est de donner à chacun son pouvoir, son génie intuitif et de le nommer. Pas «je t'aime», c'est «pourquoi je t'aime» et qu'est-ce qui fait que je t'aime? Et là, tu rentres voilà, donc moi, j'ai aimé qui j'ai été, malgré tout, parce que je n'avais que ça à offrir. Je regrette un paquet d'affaires et j'ai pris le temps de m'en excuser auprès de ceux que j'ai blessés. Je suis responsable d'un certain nombre de traumatismes des autres. J'en suis convaincu et j'ai vraiment pris le temps de rappeler ces gens-là, même 10 ans après. Pour eux ou pour toi? Alors, c'est la super bonne question. C'est le 3e ingrédient, sens des responsabilités. Une des questions que je me pose avant d'intervenir, par exemple sur un appel que je passerai sur, est-ce que je sers mon intérêt ou l'intérêt de l'autre? Et là, moi, il s'est passé un truc dans ma vie, c'est de réaliser, de prendre conscience que les faits et gestes que je posais étaient étroitement liés à mon ego et à l'envie de bien paraître. Aujourd'hui, ça peut encore m'arriver, moins souvent, mais cette idée, lorsque je sers, une cause, un individu, que j'interviens dans une organisation, c'est est-ce que je suis en train de dire quelque chose qui est pour le bien de l'organisation, pour l'individu, ou est-ce que je suis en train de me servir moi-même? Tu t'es posé cette question avant de t'installer sur ces canapés? Bah, tellement, j'ai médité ce matin avant d'arriver en disant: «C'est pas toi que tu sers aujourd'hui». Ouais. Ceci dit, bah, je suis loin de pas irréprochable et ça peut m'arriver, mais je fais vachement attention à ça. Le sens des responsabilités, qui est un ingrédient associé à la vulnérabilité et le pouvoir de la pleine conscience, il est énorme. Il est fondamental et sans ce sens des responsabilités, on ne sert que son ego ou en tout cas une partie de son ego et Ce là on pouvoir tombe de à la côté. pleine conscience, ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun de tes actes, chacune de tes décisions, chacun de tes accompagnements est fait en conscience, dans ce pouvoir de la conscience? Je le crois, je l'espère. Pas à 100%, je passe à côté. Tu vois? Mais quand je passe à côté, je suis capable de prendre ce pas de recul et de dire: «Ah, j'ai pas été bon là». C'est pas ça que j'ai envie de te dire. C'est pas la question que je voulais te poser. Je t'ai dit un truc tout à l'heure, bah, je m'en excuse profondément
parce que j'ai senti que il y a quelque part en toi, j'ai blessé quelque chose ou je t'ai blessé. Donc, je commence à être pas pire, comme on dit au Québec, mais j'y travaille et il y a tellement des gens qui ont cette puissance et qui m'inspirent, mais j'y aspire. Découvrez les week-ends ABC Talk à Lille et Lyon. Week-end consacré à l'exploration du soi et à l'expérimentation. 2 jours d'ateliers en immersion totale pour découvrir ensemble les voies de la connaissance de soi, de la reconnexion corporelle, de l'apaisement émotionnel ou encore de l'élévation spirituelle. Imaginologie, shadow work, breathwork, déprogrammation des schémas limitants, boom sonore, rigologie, numérologie, rééquilibrage de l'être, color-décothérapie, hypnose, voyage chamanique, énéagramme, transgénéalogie. 16 heures d'atelier et une occasion d'apprendre et de grandir collectivement avec de précieux savoirs et des outils concrets pour cultiver notre bien-être au quotidien. 2 jours de pleine immersion avec les week-ends ABC Talk à Lyon les 2 et 3 novembre, à Lille les 30 novembre et 1er décembre. Les week-ends ABC Talk, préparez-vous à vivre une expérience collective transformative. Réservation abctalk.fr. Quand il y a cette prise de conscience, cette résilience, cette évolution, ce cheminement, voire cet éveil spirituel, Ouais, chez toi, on peut dire parler de ça. Hein, on peut parler de sûr. ça. J'ai toujours une petite pensée pour les gens qui ont travaillé ou œuvré à tes côtés dans ta première vie, qui te voient aujourd'hui, qui vont t'entendre au travers du discours que tu as là, ils doivent halluciner. Je crois, ouais. Je Ils doivent se crois. dire, waouh, c'est pas le même qui c'est Martin ce mec, qu'on a ouais. connu. Et j'ai reçu des messages pas cool de gens qui m'ont dit mais c'est de la bullshit, c'est pas toi ça. Moi je te connais. Et j'ai dit t'as raison. Et je m'en excuse. Et oui, j'ai été celui que j'ai été. Ben, je me suis offert d'être un autre aujourd'hui et je m'offrirai probablement d'être encore un autre dans 6 mois. Ouais, je suis pas fier de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai fait, c'est une évidence. Mais je suis en paix avec ça. Mais tu es en paix avec ça. Ah ouais. Et c'est ça, c'est bien là J'avais l'essentiel. pas d'autres moyens que ceux que j'ai offerts à ce moment-là. Alors, parcours de vie professionnel exemplaire, avec des postes évidemment à direction, vice-président de stratégie, directeur général des agences de pub qu'on connaît bien, qui ont des sièges un peu partout dans le monde, conseiller stratégique, directeur marketing dans le secteur bancaire, musical, etc. Donc il y a plein de... Le parcours est exemplaire. Et puis il y a évidemment cette cassure. D'abord, il y a le Covid, qui a été pour toi, cette pandémie, une période charnière aussi dans ta vie avec cette prise de conscience fondamentale. Je serais pas là aujourd'hui sans cette pandémie. Pourquoi ? Parce que je me suis retrouvé en tête à tête dans mon chalet dans les Laurentides, au bord de mon lac, avec au Canada. Ma femme. Je suis rentré d'un meeting professionnel dévasté. Pour faire court, je me suis pas reconnu, devant un miroir au dernier étage de cette boîte. Et j'ai dit, c'est qui ce mec ? J'avais pris un bon 10 kilos. J'étais gris, de l'intérieur et de l'extérieur. J'étais malade, je touchais à des addictions. T'as pris peur là, hein ? Et là, j'ai tu dis, ouais, c'est ça, tu te reconnais pas dans cette place, de ce miroir. Je me suis effondré et j'ai en plus un rendez-vous que j'avais après qui était dans le registre du mieux-être, dans une boîte magnifique. Et oui, je suis tombé, littéralement. Et est arrivée la pandémie. Je me suis retrouvé face à moi-même, au milieu de la forêt, avec ma femme, sans pouvoir réellement avouer ce qui se passait parce que je ne le comprenais pas. Pour moi, un burn-out, c'est les autres, c'est pas moi. J'étais trop fort pour ça. Et puis le hasard de la vie a fait que je suis arrivé dans un couvent, un ancien couvent, invité parce que j'ai intervenu en tant que coach. Et le propriétaire de ce lieu de mieux-être invitait les 25 personnes qui intervenaient dans le registre du mieux-être, tous plus forts les uns que les autres, émotionnellement, spirituellement, physiquement. Et puis je me suis offert ce jour de dire j'ai rien à vous offrir, j'ai juste besoin de vous. Et ces quelques lignes d'introduction dans l'émission, c'est ce couvent. Exactement. En question, avec ce que tu ressens. Ta femme à ce moment-là n'est pas là. Non. Elle est en déplacement. Et c'est toi qui prends la décision d'aller dans ce couvent, comme une sorte d'appel. Ah oui, je réalisais que j'étais dans un autosuicide en fait, par la malbouffe, par les excès. Les excès, quels qu'ils soient. Alors, vous savez que j'ai souvent demandé aux gens de décrire le burn-out, de l'expliquer avec des mots.
ce qui est sans doute le truc le plus difficile. Écoutez ce que dit Martin dans la description du burn-out. Il dit « Une sourde déflagration qui vibre de toute sa puissance, une sournoise vibration qui s'installe durablement dans ton corps, une vague de tsunami qui s'insinue dans chaque fissure de ton être, créant de son arythmie une faille galopante dans laquelle on se jetterait pour tout oublier. Une nuée de sauterelles qui noircit l'horizon, cancérise ton champ de compétences et vide ta banque sociale et ta première monnaie, à savoir la bienveillance. » Waouh! Je trouve que ça explique très très bien la manière dont effectivement le vide abyssal se présente à toi, quoi. Ouais. Et ouais, sur tous les registres, tout s'effondre. Plus aucune certitude. Une violence inouïe physique, hein, autant que psychologique, une perte de repère totale. Ouais. Et surtout une incompréhension magistrale. Parce qu'a priori, on n'en a pas vécu 50. En tout cas, moi, c'était mon premier. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Ouais. Et là, quand on parle du burn-out, il y a deux solutions. Soit on plonge, mais vraiment on plonge encore plus bas, et soit on prend conscience et on décide de remonter la pente. Et là, en 5 points, dans ton livre, hein, je rappelle, dans Croisade, tu l'expliques, tu dis 1, je vais me jurer certaines choses. 1, je ne ferai plus de campagne pour de la merde. Ouais, parce que je suis tombé le jour où je présentais notamment une campagne pour du papier toilette. Papier toilette, ouais, absolument. C'est très mal passé. Je ne mettrai plus ma santé à risque pour quoi que ce soit. 3e, je fuirai au moindre signe d'humiliation ou de manque de respect. 4, je ne laisserai personne humilier qui que ce soit, en tout cas sous mes yeux. Et 5, je ferai de la vulnérabilité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, mon premier allié de vie. Comment arrivent ces 5 points dans ta vie au moment du burn-out? Pourquoi est-ce que tu arrives à déterminer aussi clairement ces 5 points-là? Écoute, je peux pas tout raconter dans la façon dont j'ai amené ça, mais j'ai eu des moments d'évidence dans des exercices que j'ai fait accompagner. J'ai été coaché et il y a un certain nombre de pépites qui sont sorties au cours de ces événements-là et ils se sont listés exactement comme ils sont là, de cette façon-là. Et puis ils sont assez séquentiels, hein, dans l'ordre. Ceci dit, j'ai compris d'abord une chose, c'est que les raisons du burn-out, ils étaient liés à une colère qui venait de l'humiliation et l'irrespect. Et on a tous vécu ça, et c'est probablement le truc le plus dévastateur, et c'est l'élément, je coach beaucoup de gens qui passent par ça, et tu retrouves ces 2 ingrédients-là, un manque de respect. Pourtant, tu parles de l'enfant roi que tu étais dans une famille si aimante. Ouais. Oui, aimante, mais n'étant pas capable de l'exprimer. C'est ça. Ceci dit, j'ai vécu comme un roi, absolument, affectivement, etc. Mais il n'y avait pas les « je t'aime ». Il n'y avait pas les « je t'aime » et les « pourquoi je t'aime ». Donc c'était une main tendue à quelque chose. Mais le « je t'aime » ne dit rien tant qu'on n'exprime pas pourquoi. Et puis le « je t'aime pas » s'exprime facilement par des faits et puis des gestes, par des attitudes, un regard sournois et pernicieux. Ça crée une humiliation, ça crée de l'irrespect. Ça, c'est les 2 ingrédients qui sont pour moi, hein, pas chez tout le monde, mais le déclencheur de ma colère. Donc ça m'est apparu comme une évidence. Et l'humiliation des autres me rentre dedans, moi, me fragilise. Je suis capable d'intervenir à n'importe quel moment, alors que je n'ai rien à faire dans l'histoire pour Parce dire, que mais tu attends, étais cet homme qui humilie? bien sûr, je me retrouve dans cette douleur et l'irrespect envers quelqu'un, moi, me touche profondément. De quel droit est-ce que je pourrais, moi, t'humilier ou ne pas te respecter? Je te connais pas. De quel droit je peux faire mal, tout simplement. Et ça, c'est vrai dans tous les registres, particulièrement dans le milieu entrepreneurial. Dire, t'as bossé comme un con, t'étais pas bon aujourd'hui. Waouh! Pour moi, c'est inaudible aujourd'hui. Et voilà, donc c'est un respect. En fait, la confiance envers l'humain aujourd'hui, moi, est profondément ancrée en ce que je suis, et même j'ai beaucoup de tendresse pour les gens qui sont méchants. Ils n'ont pas eu ce qu'il fallait pour ne pas l'être. Et creusons, voyons ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé. Mais j'ai énormément de tendresse pour les méchants.
Parce que derrière, ils sont tous nés comme toi et moi, avec juste l'envie d'être fiers de qui il était, fiers des parents, fiers de sa famille, et on est tous nés avec du bon, je pense. Ce fameux je t'aime que tu n'as pas eu avec les mots, Ouais. juste avec les actions et peut-être quelques gestes. Ouais. Aujourd'hui, tu le dis à tes enfants? Oui, ouais, plus que Plus jamais. que de raison même. Et même à ceux, écoute, j'écrivais à ma mère il y a quelques jours pour lui dire, sur un coup de tête, c'est quelque chose que je fais régulièrement, à qui j'ai envie de faire du bien aujourd'hui. C'était à ma mère, à qui, lors d'un repas, j'avais dit un truc qui était un peu critique sur ce qu'elle m'avait apporté dans l'enfance. C'était un détail. Et puis j'ai senti que ça la touchait. Le lendemain, je me suis fait plaisir, je lui ai fait plaisir en disant: «Merde, j'étais pas bon dans ce que je t'ai dit. Et j'ai un respect, une tendresse immodérée, tu m'as apporté ça, ça, ça et ça». Oui, il faut le dire du vivant des gens. C'est là où c'est intéressant. Est-ce que tu apaises ton âme en faisant ça? Ou est-ce que tu cherches alors est-ce que tu apaises ton âme en cherchant à soulager quelque chose chez toi? Ouais. Ou est-ce que tu apportes cet amour pour que la personne en face de toi que tu aimes évidemment profondément puisse le ressentir? Mais écoute, je vais peut-être te surprendre. L'idée, judéo-chrétienne de: «Je te fais du bien, mais j'attends rien en retour». OK? Bullshit. Ça marche pas. C'est pas réel, c'est pas vrai. C'est une fausse humilité. Moi, je me nourris du bonheur des autres. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'on me dise: «Tu as été chouette, merci», et cetera. Parce que de toute façon, je vais le ressentir par un regard, par une disponibilité, et cetera. Mais bah, oui, oui, bien sûr. Quand je fais du bien à quelqu'un, moi, je sais que je vais en tirer un truc. Je peux te raconter une anecdote Avec très grand courte? plaisir, vas-y. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, quand ça me vient, je trouve un moment pour faire du bien à quelqu'un. Je mange dans une pizzeria il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, et j'ai un papa et ses enfants qui tiennent la pizzeria et qui sont mais juste beaux à voir. Ils s'entendent bien, une connivence incroyable, etc. Le lendemain, je repasse devant et je me dis: «Beh, je vais aller leur dire». Et je rentre et je vois le papa avec ses enfants en train de préparer les tables. Je leur dis: «J'ai vécu un moment d'une immense tendresse avec vous hier. Vous êtes beaux à voir. On sent un amour sans condition et j'ai pris autant de plaisir avec votre pizza qu'à vous voir». Et le papa prend ses enfants dans les bras. Je vais essayer de le dire sans être trop touché parce que c'est trop récent. Prend ses enfants dans les bras et glisse un mot à l'oreille. Je devine que c'est «je t'aime». Et les enfants sont éminemment touchés. Et moi, je pars sur la pointe des pieds. Papa me fait un signe de la main qui, moi, me fertilise, me fait du bien. J'attends rien de plus. Je ressors de là avec cette idée que j'ai donné l'opportunité à cette famille de se dire merde, il a raison, gars. On est super bien entre nous. Voilà, donc beau. j'attendais ce geste derrière, Mm. ou je l'attendais pas. Mais l'ayant reçu, l'ayant ressenti ce qui se passait devant moi, je me suis dit, bah, génial, t'as fait ta journée. Je repars avec une énergie de dingue. Sans doute. Après, le fait d'avoir vécu ça, d'avoir perçu ça, ressenti ça Mm. en face, doit évidemment te pousser à vouloir le refaire. Ah bah évidemment. Et le lendemain, Et je me retrouve dans un bar avec 2 grand-mères anglaises de 85 ans avec leur chapeau, leur machin. Elles riaient tant qu'elles pouvaient. Et je me suis offert de prendre le café avec elles en disant: «Mais comment vous faites?» Et ces 2 femmes me racontent leur histoire. À 4 ans, nées dans la banlieue de Birmingham, en Angleterre, elles ont vécu un enfer et ces 2 copines ont décidé de se faire du bien quotidiennement. Et qu'est-ce qu'elles faisaient là, ce jour-là? Et elles m'ont raconté leur vie, c'est passionnant. Chaque semaine, chaque jour, elles se disent: «Qu'est-ce que je vais t'offrir?» Et là, c'est la copine qui avait donné un challenge à l'autre en disant tu prends pas le cocktail dont le contenu te convient, tu prends le cocktail qui aura plus de décoration. C'était leur challenge. Et on est parti de là à rire, à déconner. Je les ai remerciés profondément pour la leçon de vie qu'ils m'avaient donnée. Et je leur ai dit, est-ce qu'on peut s'offrir un câlin? Et on s'est fait un câlin avec ces 2 madames. Et elles m'ont remercié de ma disponibilité, mon écoute. Mais c'est un échange qui est vertueux, qui est génial. Donc oui, non, moi je fais ça de façon régulière. Est-ce que je le fais pour les autres? Évidemment. Est-ce que je le fais pour moi? Bah oui. Oui. Et Oui. c'est OK. Je suis bien avec ça. Mm. Non, je suis bien avec ça, profondément. Donc si on résume, en fait, il y a eu cette première partie de vie, il y a eu ce burn-out, il y a eu cette prise de conscience qui était quasiment une prise de conscience de survie. Ouais. Il y a ensuite cette installation dans ce couvent pendant quelques jours, avec cette prise de conscience, ces gens, etc. Cette méthodologie, est-ce que c'est à ce moment-là que tu penses à Croisade? Il y avait des bouts qui traînaient dans ma tête depuis longtemps. Ce que j'ai vécu, j'avais envie de le documenter, de le proposer à d'autres.
y a à prendre et à laisser là-dedans, puis chacun va trouver la phrase qu'il fera évoluer. Mais oui, c'est là que ça commence, ouais. C'est de raconter les épisodes à travers lesquels je suis passé. En me disant que oui, peut-être que ça aidera une personne, puis c'est suffisant pour écrire le bouquin, ouais. Et aujourd'hui, donc, c'est à ce moment-là que tu quittes cet univers de multinationales, de brainstorming, d'agences de pub, de déjeuners en tout genre, de dîners en tout genre, de rencontres, de serrage de main, enfin tout ce qu'on peut imaginer, hein, Les Inconnus en ont fait un sketch. Ouais. Et tu décides d'être dans cet accompagnement-là? Alors non, j'avais déjà été à plusieurs reprises tenté de me former au niveau du coaching par la PNL, et cetera. J'ai abandonné plus d'une fois parce que je me sentais pas à ma place. Le être bien pour faire du bien, j'étais pas bien. J'en étais conscient. Ce moment-là où il m'a permis de reprendre confiance en moi, de me dire que finalement, en travaillant un peu, ce être bien pouvait devenir réalité. Donc c'était un processus par plusieurs étapes. Et oui, j'ai été coach avant ça, mais pas dans ma pleine puissance. Et je servais, oui, souvent d'autres intérêts que ceux pour lesquels on m'attendait, oui. En tout cas, tu as expérimenté beaucoup de choses, Oui. hein, tu as testé beaucoup de choses, voire même certaines substances, Oui. pour voir de quelle manière, effectivement, ton corps pouvait réagir. Et moi, j'ai noté quelque chose qui est important, et on va voir ensuite dans la deuxième partie de l'émission de quelle manière tu peux aider les gens, tu peux accompagner les gens et être dans cette empathie. Mais il y a un challenge en 3 questions existentielles que j'ai relevées dans ton livre. Vas-y. Tu dis, et qui pourrait peut-être résumer ton accompagnement. Comment convaincre que la bienveillance managériale, sociale, environnementale, économique, communautaire est la seule porte de sortie devant le marasme du monde anxiogène que nous connaissons aujourd'hui? Et ça, c'est valable, évidemment, là tu le mets à hauteur de l'entreprise ou d'une communauté, mais c'est valable dans la vie de tous les jours, Évidemment. hein, quand on parle de cette bienveillance. 2, comment convaincre qu'il faut arrêter d'isoler la quête du mieux-être personnel de la quête du mieux-être professionnel? Donc, intégrer cette dimension du bien-être en entreprise ou dans son environnement. Et 3, comment convaincre qu'être bien pour être bien, qu'être bien pour être bien, n'aura jamais autant d'impact positif que d'être bien pour faire du bien. Et c'est ça ton accroche principale. C'est être bien pour faire du bien. Commençons par soi pour rayonner sur les autres. C'est ça ta méthode en 3 points? Ouais, je reviens là-dessus. La pandémie a ouvert des portes chez tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de notre apnée, du côté anxiogène de l'organisation. On s'est retrouvé devant soi-même avec cette idée, profitons-en, pour une fois, j'ai du temps. Il s'est passé un truc, je suis pas sûr qu'on en mesure aujourd'hui l'impact. La quête du mieux-être, c'est éventuellement, enfin ça démarre, je l'espère pour chacun, par le fait d'enlever un certain nombre de couches qui sont liées à l'ego. Quand on a enlevé ces couches-là, et qu'on revient au bureau le lendemain, et qu'on re-rentre dans ce côté qui peut être sournois dans beaucoup d'organisations, des organisations portées par l'autorité, l'ordre, les résultats, etc., on a une immense fragilité en ayant enlevé toutes ces couches d'ego. Et on arrive maintenant dans un système où le taux de burn-out n'a jamais été aussi élevé. Donc, penser que ce mieux-être à titre perso est suffisant, je le crois plus. Penser qu'on peut avoir du mieux-être et tous les 10 000 fois dans une vie, on va se lever pour aller au bureau avec la peur au ventre, c'est pas gérable. La croissance personnelle, elle s'atténue, elle s'effiloche, et puis pire encore, on tombe dans le burn-out. Donc, première chose, être bien chez soi et être mal au bureau, c'est ingérable. Être bien tout seul dans son coin et continuer son développement personnel, il est génial et sans fin, mais moi, ma conviction, c'est que c'est dans le faire du bien que le être bien prend toute sa noblesse. On se nourrit du bien des autres. Et il faut l'admettre, j'en parlais tout à l'heure, il faut l'admettre. Quand on voit quelqu'un sourire dans la rue, on ne peut que sourire. C'est vrai. Quand on voit quelqu'un ou on entend quelqu'un qui dit « t'as été bon sur ce coup-là, tu m'as aidé », on grandit dans son être bien, c'est infini. Prendre quelqu'un dans la rue pour lui dire, qui tend la main en disant, plutôt que t'offrir un café, si on discutait 1 heure, oui, tu vas un regard derrière
c'est un cadeau du ciel, ce regard. Hein. Quelqu'un qui a pris le temps de m'écouter, pour de vrai, pas de préparer ses réponses, mais d'être vraiment dans l'écoute profonde et active. Il en sort quoi? Oui, ça va se terminer par un café, mais il s'en sort sur un moment où l'autre, oui, peut te remercier en te disant merci pour cette écoute, mais il va reprendre confiance en lui, il va considérer que oui, c'est un vrai humain, qu'il y a peut-être un avenir pour lui, et donc il sort fertilisé d'une conversation, grandit de cette fierté qui finalement le ramène dans l'essence même de la croissance personnelle, je le crois. Je suis pas sûr d'avoir répondu à ta question. Si, complètement. Ouais. Mais justement, au travers de ce que de ton analyse là, comment est-ce que ta méthode, pour le coup, se crée? Alors, est-ce que la base de ta méthode, c'est cette phrase? La base de ta méthode, c'est cette phrase, c'est-à-dire, c'est être bien pour faire du bien. Ouais. Alors, le être bien, il démarre par une rencontre assez chouette qui est sous forme de conférence atelier dans lequel on réfléchit sur cette notion d'être bien. Qu'est-ce que ça signifie? Comment vous vous sentez? Cette question j'ai posée devant une grosse assemblée, qui dans la salle, 100 personnes on va dire, qui dans la salle considère qu'il a vécu des traumatismes dans l'organisation? À 85 ou 95% des mains qui se lèvent. Sûrement. Et là, une question délicate. Qui considère ou admet aujourd'hui qu'il est responsable du traumatisme d'un autre? Ben, il y a 1, 2, puis 3, puis 12, puis finalement tout le monde admet qu'il l'est. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de passer à travers ça en se disant, OK, chaque jour est recommencement. Il y a 2 options. Soit on revient sur les traumatismes, on travaille individuellement ou collectivement pour se dire qu'est-ce qui s'est passé. Soit on prend le temps de dire, je suis désolé, avec ça à t'offrir, et je me donne aujourd'hui une destination. Donnons-nous collectivement une destination, d'être bien par le bien qu'on génère entre nous. Et ça se pose au cœur, j'appelle ça une raison d'être, une raison de faire. Ça peut se poser au cœur d'une famille comme au cœur d'une organisation. Et si on arrêtait de se faire mal, on se ferait du bien tous, et puis de se donner le droit de dire pourquoi je vais pas bien. La question, comment tu te sens? Comment ça va? Pas salut, ça va? Et puis on se croise dans un couloir. Non, dis-moi pour de vrai, comment tu te sens aujourd'hui? Et puis d'être dans une vraie écoute et de nourrir en fait l'exercice qui est de se défaire d'un trauma de la veille parce qu'il a vécu quelque chose de difficile. Traumatisme, on en parle beaucoup. Il y a des traumatismes événementiels. Tu t'es cassé une jambe, tu as eu un accident, tu as perdu un être cher, etc. C'est un moment clé, c'est les traumatismes puissants. Ceci dit, c'est très encadré parce que c'est visible, on sait ce qui t'est arrivé, les gens sont disponibles, etc. Le vrai traumatisme qui est le plus pernicieux, selon moi, c'est l'indicible, celui qui ne se voit pas. Et lorsque je parle du monde entrepreneurial ou de la famille, cette espèce de non-dit permanent, ce quiproquo permanent qui fait que on se prend des claques de façon régulière. Je m'attendais à ce que tu me dises bravo, c'est beau ce que tu as fait, on l'a pas dit. Pour moi, c'est un micro-traumatisme. Et qu'il soit micro ou macro, ça reste des traumatismes. Mais le plus dur, le plus pernicieux, c'est celui qui est permanent. Il existe dans les familles. Il existe dans le cadre des copains. Tu sais, l'espèce de pique. Elle fait mal. Même si on en rigole, elle fait mal. En organisation, c'est évident. La violence qui peut exister, celle dont je me suis désintoxiqué au Canada, est vachement présente. Et elle fait mal. Donc tous les traumatismes, quels qu'ils soient, ont la même puissance. Alors, celui qui a vécu une horreur pendant la guerre et sa capacité à en prendre ses extrêmes sont énormes. Mais pour d'autres, peu importe, on n'a que des extrêmes, des bons moments et les pires. Et puis au milieu de ça, les pires sont toujours pires. Je peux me casser un ongle et c'est une catastrophe pour certains. J'exagère à peine. Donc voilà, c'est de considérer, prendre conscience qu'on a ce pouvoir de nuire et de saisir chacune des occasions de dire je viens de te nuire. Et ça m'emmerde. Et il faut que je m'y prenne autrement. Et pardonne-moi. Si j'avais à le refaire, je le ferais comme ça, etc. Donc oui, ça prend un peu de pleine conscience. Donc voilà, c'est un équilibre entre être bien et faire du bien. J'ai cette expression que j'aime bien, c'est il n'y a pas de raison de ne pas se réveiller de bonheur. Bonheur en un mot. J'ai même fait attention que c'était le titre aujourd'hui. Oui, elle est jolie cette phrase, au-delà de la poésie, à 2 balles, mais on se réveille de malheur dans bien des boîtes pour aller bosser, dans des familles même. On se réveille en se disant qu'est-ce que je vais me prendre aujourd'hui, à quel moment ça va arriver.
Donc voilà, mon objectif, c'est de créer de la sécurité affective dans les familles, dans les organisations, sécurité affective, la tendresse managériale, des mots qu'on met dans les familles, pas dans les boîtes. C'est clair. Et on m'a dit beaucoup, non, t'es rentré du Québec, t'es un peu... on dit câlinours au Québec. Ici, on dit bisounours. Oui, c'est ça. Ben moi, je maintiens mon cap. Et moi, je considère qu'il n'y a pas de limite au registre émotionnel, que ce soit en organisation ou que ce soit évidemment dans les familles. Oui, c'est ça, Ouais, parce je suis convaincu qu'on de ça. on peut comprendre cette démarche dans les familles, Ouais. qui paraît essentielle. Oui, saine. C'est de l'amour. Bah, bien sûr. Ouais, exactement. C'est de l'amour. Ouais, ouais, ouais. En entreprise, c'est déjà plus compliqué. Alors, ça se fait super bien. Ça se fait super bien parce que tu réalises que derrière chaque chef d'entreprise ou chaque salarié, profondément, il est quelqu'un d'humain. Il y a un humain, bien sûr. Voilà. Ah, bien sûr. Et dès lors que tu donnes le droit à dire enlève ta cravate, enlevez vos pompes, on va discuter 2 secondes de la façon dont vous vous sentez. Et, il se passe un switch naturel en disant ok, on peut s'offrir ça, pourquoi pas. Dans ce cadre-là, si ce cadre on l'aime bien, on va l'étendre à demain, puis après-demain, puis on va s'outiller avec la pleine conscience, avec les communications non violentes, etc. Et si tu as 10-15% de la boîte qui se dit ok, moi c'est ça que je cherche, quête de sens et de cœur finalement, la boîte elle bascule gentiment dans un autre registre, avec ses hauts et ses bas, avec ses plantés. Chaque jour recommencement, c'est une jolie phrase de coaching. Et ça finit finalement par oui, faire du bien collectivement. Moi, j'ai de multiples preuves là-dessus. Le premier levier de croissance, je parle d'économique, vient de cette sécurité affective et vient de cette fertilisation collective. Pourquoi on est là? Et puis ça devient une raison d'être de boîte. Être bien pour faire du bien a souvent été repris de ma raison d'être par des boîtes. C'est-à-dire l'intention, elle n'est pas d'aller générer des revenus pour enrichir des actionnaires ou des patrons de boîte. C'est de finalement arriver à cette idée que oublions ça, ça viendra par la suite, et ça vient toujours sur des boîtes de 20 personnes comme une boîte de 1000 personnes. Hein. Ça se fait toujours, mais c'est logique. C'est logique. Tu n'es qu'à... Je sais pas si la pyramide de Lencioni est quelque chose qui t'est familier, mais on peut la répéter très rapidement. Oui. Sans un territoire de confiance, il n'y a pas de débat productif sain. J'ai une idée. Oui, garde-la. OK, c'est fini. Je vais me désengager, je vais me déresponsabiliser, il n'y aura pas de résultat. Donc la première base, la base de tout, dans une famille comme dans une organisation, c'est de créer ce climat de confiance. Et alors oui, ça prend de la vulnérabilité, du sens des responsabilités, etc. Je ramène les mêmes épices. Hein. Donc c'est accessible à tout le monde. Et puis quand ça ne l'est pas, je pars sur la pointe des pieds, parce que je ne suis pas la bonne personne. Ce qui est assez fascinant, en tout cas la réflexion que j'ai, il y a le chef d'entreprise que tu as été, que tu es toujours, et puis il y a le papa. Ouais. Et je me dis, waouh, tes enfants doivent te voir comme un super papa. C'est-à-dire que tu dois mettre en application, ou alors, quand il y a une phase où tu dérapes un petit peu parce que tu es humain et que de temps en temps, tu as peut-être des petits dérapages incontrôlés, ils doivent se dire, tu ne peux pas nous dire ça. Tu préconises en permanence l'inverse dans tes accompagnements et ton coaching. Mais dans l'ensemble, ça a dû changer ta relation, même avec ta famille. Ouais. Avec ceux qui ont accès, parce que je ne suis pas un super-héros et puis je ne vais pas me battre contre quelque chose qui n'est pas accessible. Ceci dit, je retournerai les choses de façon différente. Mes enfants aujourd'hui, et pas que grâce à moi, ma femme m'a inculqué cette vulnérabilité et puis ce choix du bonheur avant que moi je le découvre, et j'ai eu cette chance magnifique. Mais oui, aujourd'hui, je peux dire à mes enfants que je les aime, je peux leur dire que je me suis trompé, je suis revenu sur leur passé en disant j'ai le souvenir de ça, ça doit être un traumatisme pour toi. Étonnamment, c'est pas toujours ce que j'ai vu qui a été le traumatisme, c'est autre chose, et je réalise, je prends le temps, oui, oui, donc moi j'ai complètement changé ma relation aux autres, de façon globale. Bien sûr. Mes enfants, ma famille, sûr. Ma femme, mes amis, mes potes. Oui, oui, c'est un cadeau que je me suis offert, et puis si j'avais à manquer d'humilité un moment, c'est un cadeau que j'ai fait aux autres. Et là, c'est à mes enfants. Je pense à eux. J'aurais pu, moi, comme l'a été la génération d'avant, celle qui ne dit pas les choses. Aujourd'hui, j'entends mes enfants me dire des choses d'une puissance émotionnelle absolument incroyable.
ils l'ont eux-mêmes à offrir à leurs futurs enfants. Mmh. Et j'ai micro-fierté. Oui, je suis assez convaincu que j'ai cassé la spirale de la génération précédente. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, ils seront les bien meilleurs papas que moi je l'ai été, parce que j'ai désintoxiqué de ce petit bout. Et écoute, si j'ai un souhait à faire dans la vie, c'est celui-là. C'est celui-là, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que, après tout, on ne pourrait pas résumer ton accompagnement en disant que ce que tu préconises, c'est un accompagnement qui permet de sortir des peurs? Est-ce que ça n'est pas la peur qui est à la base de tous ces comportements, dérapages, de toute cette agressivité, de tout cet ego trip? C'est pas la peur qui, qui mesure ça? Ouais, j'avais envie de revenir sur l'humiliation et l'irrespect. C'est la Vas-y, peur de pardon. revivre ça. Ouais. Et la peur, c'est un été noir d'une humanité naturelle qu'on peut avoir. Je l'ai pas nommé comme ça et je t'en remercie parce que c'est finalement, ouais, c'est un peu ça, ouais. La peur est un truc qui est dégueulasse. T'avais peur de quoi? Alors moi, j'ai eu peur de décevoir, j'ai eu peur de mal paraître, j'ai eu peur, d'être pas à ma place, de pas offrir ce que j'avais de mieux à offrir, et j'ai été incapable de nommer cette peur-là avant d'avoir, vécu ce que j'ai vécu et je j'étais pas capable de le dire ça. Aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est clair parce que tu es en paix avec ça. Ouais. Mais est-ce que tu as, dans ton travail, été recherché? D'où? Quelle est l'origine de ça? C'est l'éducation, Éducation. ton enfance? Ouais. Ouais. Non, non, je suis né comme un héros. J'ai grandi comme un héros parce Ouais. que j'étais Donc dans tu des dois être un métiers héros. donc voilà, je dois être un héros. Donc incassable et ouais, bien sûr. Ouais, j'en suis convaincu. Puis j'ai eu mes traumatismes aussi Bien sûr, personnels, bien sûr. divers et variés dont j'avais absolument pas conscience. Si, j'en avais conscience puisque j'étais capable de le mettre dans ma conscience et de mettre ça, sous cloche. Mmh. Jusqu'au jour où j'ai ouvert cette boîte de Pandore qui est la plus belle du monde, hein, de dire: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Mmh. J'ai revécu, j'ai pris le temps de revivre les 22 traumas de vie avec le recul et me dire: «C'était pas si grave que ça, en fait». Ce que j'étais a fait que c'était grave. Mmh. Ce que je suis aujourd'hui, c'est juste la vie, quoi, des moments un peu plus durs que d'autres. Il y a un phénomène que beaucoup comprennent, ressentent, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu parles du syndrome de Ouais. l'imposteur, que tu as eu, ce Bien syndrome de sûr. l'imposteur, qui a sans doute conditionné les exagérations dans ton comportement, dans ton attitude, dans tes mots, etc. Tu dis le syndrome de l'imposteur, c'est le syndrome qui est aussi dévastateur que contagieux. Il détruit les égos individuels et il atrophie la puissance collective. Comment d'abord prendre conscience qu'on a ce syndrome de l'imposteur? Quand on s'entend parler et qu'on se dit: «Je reconnais pas ce gars-là», on est déjà dans le syndrome de l'imposteur. Quand on est dans la demi-mesure, quand on n'assume pas une conviction, on est dans le syndrome de l'imposteur. Quand on laisse, aux autres le pouvoir de décider pour soi-même, c'est qu'on est dans le syndrome de l'imposteur. Il y a plein de situations dans lesquelles, bah, finalement, on n'est pas dans la pleine conscience, c'est dans la décision, je parlais de liberté tout à l'heure, on n'est pas une personne libre. Hem, il est dévastateur collectivement, parce qu'on se donne pas le droit à la fierté de faire et d'agir. Il est, très casse-gueule à titre individuel, parce qu'on est dans un demi, ego, une demi-conscience. On est dans un demi-tout. Alors qu'en fait, notre puissance, ce que j'appelle le génie. Le génie, c'est la puissance de l'intuition. L'intuition, elle vient des expertises, des connaissances, des croyances, tout ce qu'on a, ça s'appelle une intuition, qu'on peut appeler aussi le génie, là où c'est facile. Si on n'accède pas à son génie, on est dans un travail permanent et c'est épuisant. Quand on atteint l'intuition, ça sort comme ça sort. Et si c'est pas ce que je voulais dire, ben, je vais te le dire. Si j'arrive dans un meeting en disant, «J'ai un truc à vous présenter ce matin, mais j'ai eu un week-end pas cool, j'ai mal travaillé et j'ai besoin de vous pour faire que ce meeting soit meilleur. J'avais, 12, diapos à vous présenter, ben, j'en ai que 2 parce que j'ai pas réussi à faire mieux». D'annoncer ça dès le départ, on sort forcément de son syndrome de l'imposteur. C'est la sortie, la porte de sortie du syndrome de l'imposteur, c'est la vulnérabilité. Je vous dis ça, mais je suis pas sûr de moi. Sauf que cette vulnérabilité, parfois, elle est perçue comme une faiblesse.
Eh ben, tant pis pour eux. C'est ça qu'il faut ce sur quoi il faut se désintoxiquer, c'est bien ça. Et que dans une rencontre où j'annonce: «Je vais pas être bon aujourd'hui, fatigué, mal dormi», peu importe la raison, le sujet était trop difficile pour moi. Tu m'as expliqué une fois, j'ai fait celui qui comprenait, mais j'avais pas compris. Ben oui, tu peux avoir en face quelqu'un qui dit: quand même, je l'ai dit». Non, c'est tellement chouette que tu te permettes de me dire que finalement tu étais pas outillé. Quelque part, c'est aussi de ma responsabilité de t'avoir mal outillé pour, tenir, tel projet ou d'agir, de telle et telle façon. Et ça veut dire que c'est une façon d'excuser et de s'excuser? Ouais, c'est beau ça, non? Alors ça n'empêche pas qu'on peut être responsable de ses actes et j'ai merdé, j'ai pas été bon, j'avais tout pour le faire, mais j'ai pas été à la bonne place. Mais Ça n'empêche pas de le faire. oui, mais ça veut dire aussi que ça remet en question la compétence? C'est bon ça. Mais j'aime ça, ouais, l'idée. Bien sûr que je suis pas toujours compétent. On s'attend de moi, je le suis, et j'ai peut-être l'idée que je peux l'être. En tout cas, je peux faire semblant. Mais d'exprimer très clairement: «Je n'ai pas toutes les compétences pour, vous offrir le meilleur de ce que le sujet devrait apporter», c'est chouette. C'est un premier pas vers, la liberté. Qu'est-ce que tu fais de cette personne en tant que chef d'entreprise? Qu'est-ce que tu fais de cette personne qui, entre guillemets, «t'avoue» cette vulnérabilité-là? Bah, déjà, je la pose sur un piédestal, je la félicite, je la fertilise d'avoir admis ça. Je m'excuse moi-même en tant que, patron de ce gars-là de dire: «Mais je t'ai pas équipé, je l'ai pas vu, comment j'aurais dû le ressentir?» Je peux même verbaliser l'idée que: «Hey, ça doit être vachement inconfortable alors ce dossier pour toi. De quoi tu as besoin? Qui peut t'aider? Où est-ce qu'on va aller compléter tes compétences?» Donc le syndrome de l'imposteur, il tombe. La sécurité affective, elle s'installe, tout en douceur. Et là, il y a une croissance personnelle et collective qui se fait, qui est sans fin. Est-ce que tu es équipé pour faire ce que je t'ai demandé? Le réflexe: «Bah oui, bien sûr, je mets». Ben, écoute, je pense là-dessus, j'ai un doute. Heu, Lui va t'aider, elle va t'aider. Et là, oui, bah, c'est la somme des compétences qui crée, la beauté d'un résultat. Hem, Profiter de la situation pour dévaloriser quelqu'un en disant: «Mais pourtant je te l'avais expliqué», c'est catastrophique pour moi. Là, tu crées un traumatisme. Il est pas énorme, il est insidieux, il est sournois, bah, il fait mal. Pareil. Et là, tu viens de faire tomber quelqu'un d'un désengagement, des responsabilisations, il s'éloigne des résultats là et il tombe dans un territoire où plus de raison qu'il ait confiance. Donc la prochaine fois, il dira: «Non, non, il y a pas de problème, je sais». Et tu n'auras que ce qu'il t'aura livré. Pour l'organisation et son bien, tu aurais aimé qu'il livre plus. Bah, tu lui as retiré ce pouvoir. Tu sourcilles, Ouais. tu dodelines. Non, non, parce que je bois tes paroles. OK. Ouais, je bois tes paroles. Je suis assez admiratif de ce positionnement-là. Hem, qui, à titre personnel, me semble très compliqué. En tout cas, Ouais. voilà, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, hein. Je l'entends. J'oserais te demander pourquoi, mais Non, mais parce que je suis la personne que tu décris, en fait. ouais. Je suis ce chef d'entreprise-là, mais pas dans le bon sens, hein. Mmh. Je suis le mauvais chef d'entreprise Bah, c'est décrit, une, voilà. Et ouais. c'est pour ça qu'il y a une résonance dans ce que tu me dis, mais j'ai l'impression d'avoir un Everest en face de moi à tu vois, à gravir pour atteindre justement cet automatisme que tu as, qui permet de prendre les choses différemment. Sans doute conditionné soit par des traumas, soit par des peurs. Toutes les questions alors c'est fou parce que là, pour le coup, je me livre, à 2000 et j'ai pas l'habitude de le faire. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que la résonance, elle va jusque là, tu vois? Écoute, De notre entretien là. le fait même de l'avoir verbalisé, puis ça me touche que tu le fasses, c'est pas forcément facile. Heu, je vais le dire, d'une façon simple, mais tu viens d'ouvrir le premier jour de ta prochaine vie, hein. Ça se fait très simplement. Puis je suis doué d'une intelligence émotionnelle, d'abord qui te permet de le voir, de l'exprimer, et derrière, il y a un truc qui s'appelle l'appétit, qui va embarquer. Mmh. L'appétit de toucher à d'autres types d'expériences, d'autres types de façons d'être et de faire. C'est très nourrissant, ça va nourrir les autres et tu vas offrir un cadeau de vie à ton entourage dès lors que tu rentres dans ce processus-là. Tu seras pas bon le premier jour,
mais avec l'aide des autres, ne serait-ce que quand je suis celui que je ne veux plus être, faites-moi un signe. Dites-le moi gentiment, touchez-moi le bras, amène-moi à juste prendre une respiration, sortir de mon apnée, de ma colère, de peu importe. Aidez-moi, puis on va juste y réfléchir en quelques secondes. Et petit à petit, ta chimie même va changer quand tu arrives au bureau ou quand tu arrives en famille. De dire, OK, c'est ça que je vise. Et puis le bénéfice est tellement fort et immédiat que tu vas avoir de l'appétit à faire toujours mieux. Donc ça se change, québécois on dit sur un deux scènes. Ça très très vite. Pas la perfection, mais quand tu commences à toucher à ça, c'est nourrissant, ça contamine les autres, ça fertilise le groupe et ta croissance personnelle, collective, de ta boîte de tout, c'est sans fin. Quand on commence à toucher à ça, oui, c'est ça que j'appelle le chemin de la liberté. Oui, il y a des traumas, il y a des trucs, des machins qui t'emmènent là, un stress, une responsabilité, tout ce qu'on peut imaginer, c'est un chef d'entreprise. Et j'ai beaucoup de tendresse pour eux, cette violence-là qu'ils peuvent avoir, parce que c'est bien malgré eux, ils sont pas nés avec ça. Donc c'est oui, c'est le chemin de la liberté. Et oui, tu vas te réveiller de bonne heure quand tu auras touché à ça. J'en suis convaincu. Ouais. C'est une croisade. Croisade avec un Z. Le Z, c'est pas le Zorro. Non. C'est ceux qui sont à la croisée des chemins. Ah, ok. Cette idée qu'à un moment donné, tu prends conscience, comme tu viens de le faire, hein, sans y mettre trop l'emphase, que tiens, il y a un autre chemin possible. Et j'en ai envie. Et là, oui, c'est une croisée. Et non seulement celui qui ne prend pas conscience de ça, évidemment, je pense que c'est assez fou. On en a envie, mais c'est presque vital. Psychologiquement, physiquement, intellectuellement, c'est vital. Vital. C'est une torture pour soi-même. Clairement. Et pour les autres. Alors, pour les autres, c'est une évidence, mais tu as le pouvoir non seulement de te faire du bien, donc faire du bien à ta famille. Si tu reviens bien du bureau, tu vas être bon avec ta famille, et tu vas offrir aux autres la capacité d'être bon dans leur famille. T'imagines ton impact? Donc, ce choix de vie, pour moi, il est incontournable. Et puis, l'impact qu'il a, quand je dis un impact sur les familles, c'est sur la santé affective, émotionnelle et physique des familles. Quelqu'un qui rentre parce qu'il a été, qui rentre du bureau ou dans l'irrespect, dans la colère, dans la tristesse, etc., il va le ramener ça chez lui, c'est une évidence. Et il va s'offrir le droit d'être celui qu'il a été au bureau. Et là, tu vas générer, c'est pas à moi de le prouver, mais c'est une évidence, des traumatismes chimiques, donc physiques. Il se dit, j'ai envie d'y croire, que la plupart des cancers viennent avant de tout ça. Hein. Espèce d'énergie qui ne circule plus, qui se bloque à un endroit parce qu'on a mal au bide de partir au bureau le matin, parce qu'on a mal au cœur d'avoir dit une phrase qu'on n'aurait pas envie de dire. Donc oui, dans le être bien, c'est sa santé physique, grâce à laquelle on va pouvoir accéder à autre chose. Donc tu peux le voir comme un choix de vie. Moi, je t'invite à le voir comme une obligation. Puis comme un pouvoir qui est bien au-delà de toi, le pouvoir de faire du bien chez toi avant tout, pas faire du mal, c'est déjà chouette. Et de faire du bien, c'est l'idée, elle est pas trop con, je crois. Croisade.com pour entrer en contact, évidemment, on va mettre autour de cette émission qui secoue, qui va chercher en tout cas. Tu sens que ça cherche à l'intérieur. Oui, je le vois. Tu vois? Merci pour m'offrir ta vulnérabilité aussi. Non, mais... J'espère ne pas te bouleverser au-delà de ce qui est nécessaire. Je peux rentrer chez moi. Non, pardonne-moi, c'était pas l'intention, mais en fait, tu passes ta vie à te demander pardon. Tu vois, mon sens des responsabilités m'amène à ça. Sois prudent dans ce que je t'ai dit. Il y a à apprendre à laisser. Et il y a chaque chose, des choses à la... Je m'écouterai dans 6 mois en me disant, mais non, c'est pas ça que j'aurais dû dire, parce que je suis en apprentissage permanent. Donc oui, je demande pardon d'offrir, proposer des vérités qui ne sont que les miennes, en fait. Je suis... Oui, mais en tout cas, tu es l'exemple de l'efficacité de ces vérités-là. C'est-à-dire que, visiblement, ça a fonctionné. Ouais. Et ça fonctionne. Et chez les autres, assez rapidement, ouais. Il y a une phrase qui vient du Nouveau-Brunswick où j'ai bossé, qui est géniale.
c'est de l'acadien. Ne te laisse pas distracter par les traces de lapin quand tu chasses l'ours. C'est une jolie phrase, je la trouve très jolie. Chasse l'ours. L'ours est ta raison d'être, c'est ce truc monumental qui doit être au cœur de ta vie. Le reste est très secondaire. Donc nettoie, chasse l'inutile. Rapproche-toi de ton don. Honore tes dettes. Les dettes, c'est pas de l'argent. Hein. C'est ce que on te demande obligatoirement d'honorer. Faut gérer ça, si on n'en a pas de place pour le don. Et puis, mais ensuite, vise ton don, ta raison d'être. Être bien pour faire du bien, t'auras la tienne. Hein. Mais il n'y a que ça qui est important. Le reste, il faut chasser l'inutile. Eh bien, merci d'avoir mis à nu ma vulnérabilité. Pardon. Non, mais au moins, tout le monde, c'est vrai que je suis un piètre chef d'entreprise. En tout cas, humainement parlant, je sais je suis conscient. Il y a beaucoup de choses à travailler. Ça fait la moitié du chemin. Mais ouais, je suis conscient de ça. Malgré parfois, effectivement, l'empathie que je peux témoigner quand je fais des interviews ou quand je croise des gens. Et c'est pour ça. Et les gens n'imaginent pas une seconde que je peux avoir ce côté tyran, tu vois, quelque part. Et je suis conscient de ça. Mais Croisade va m'aider. On va vous mettre donc autour de cette émission l'intégralité des liens. Je pense que cette émission va faire parler. Merci. Merci infiniment d'être l'homme que tu es aujourd'hui, d'avoir mis à nu cette vulnérabilité d'abord dans cet ouvrage et dans tes propos là en quelques minutes, parce qu'il faut lire ce livre, c'est aux éditions Vérone. Il faut lire ce livre pour se rendre compte du chemin parcouru, de cette prise de conscience, cette résilience, et puis de voir un peu de quelle manière tu as réussi à transcender les choses pour en faire une méthode, un accompagnement. Tu es beaucoup plus heureux maintenant, j'imagine. Pas photo. Et bien moins que demain. Je le souhaite et j'en suis même convaincu. Bah oui, évidemment. Ouais. Évidemment. Donc tu as quitté le Québec ? Ouais. De retour en France, parce que c'est là que je me sens bien, tout simplement. Alors que d'autres ne rêvent qu'une chose, c'est d'aller là-bas. Et qu'ils y aillent, je les y invite aussi. Pays exceptionnel et des gens exceptionnels. Ouais. Merci infiniment, Martin. Merci à toi. C'est un honneur de passer ce moment avec toi. Et c'était un vrai plaisir partagé qui aura un impact, j'en suis certain, prise de conscience de certaines choses qu'il est nécessaire de faire évoluer, de travailler. Merci beaucoup. Merci à toi. On attend vos commentaires bienveillants comme toujours, vous partagez et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.